Attention aux coupures de courant, si l'hiver est rude, EDF ne pourra pas fournir à la fin de l'année. La mort d'Agostinho Neto, le numéro 1 angolais, nouvelles incertitudes en Afrique centrale. Parlement européen, première passe d'armes à propos de la défense, RPR et communistes refusent le débat, Simone Veil répond dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Du concret pour commencer ce journal, même s'il a un peu des allures de grisaille, puisqu'il nous fait déjà penser au Frima et à l'arrivée de l'automne dans 10 jours. Antenne 2 a voulu en effet savoir quelles leçons l'EDF avait tirées de la grande panne de l'hiver dernier et quelles allaient en être les conséquences pour notre vie de tous les jours. Eh bien, nous sommes en mesure de vous révéler qu'on s'achemine tout doucement vers des coupures de courant, tout simplement. C'est le président de l'EDF lui-même qui le confirme. Si jamais on a la malchance d'avoir en même temps quelques semaines très froides et des pannes importantes, ça peut toujours arriver sur du matériel, ou bien s'il ne pleut pas en même temps qu'il fait très froid, nous risquons d'être obligés de faire quelques délestages. Alors, qui serait touché dans ce cas-là? Bien, c'est peut-être difficile de le dire dès maintenant, mais ce que je peux souligner, c'est que ces délestages sont quand même modestes. Il n'est pas question d'une panne gigantesque comme celle de l'année dernière, sauf accident, mais enfin nous faisons tout pour l'éviter. Mais il peut y avoir quelques clientèles ici ou là, telle région ou telle autre, coupées pendant quelques heures. Globalement, pour l'ensemble du pays, les statistiques disent 30 heures de coupure sur 8760, c'est quand même pas énorme, 30 heures de coupure pour 1% de la clientèle. Donc quelques coupures limitées, mais qu'on ne peut pas exclure si nous avons des malchances. Est-ce que ces coupures signifient qu'EDF n'a pas su prévoir les difficultés, la crise? Je pense, oui et non. Il faut devoir se rendre compte, et nous n'aurons jamais caché, que le programme nucléaire a environ 1 an de retard. Il faut dire que de l'autre côté, la consommation est également en retard par rapport aux prévisions qu'on faisait il y a 5 ou 6 ans, au moment où on fait les programmes, car les programmes se feront à 5 ou 6 ans. Mais le retard de la consommation est inférieur au retard des équipements, de sorte que nous sommes un peu à court. Nous avons demandé à installer des équipements complémentaires, mais là nous avons des discussions avec les pouvoirs publics et qui se comprennent. Les pouvoirs publics disent, dans les situations actuelles, il faut accepter de prendre plus de risques qu'autrefois, car il n'y a jamais de certitude totale. Alors effectivement, nous prenons actuellement plus de risques qu'autrefois. Nous avons plus de risques, mais la situation est ce qu'elle est. Bon, qui dit automne dit aussi rentrée scolaire. Troisième volet ce soir de nos dossiers consacrés à ce moment souvent douloureux de la vie des jeunes générations. Je sais que la transition vacances-école n'est pas toujours facile à vivre, surtout si on leur parle d'entrée de jeu, de proviseurs et de censeurs, mais nous avons décidé ce soir de mieux leur faire connaître les chefs d'établissement et le personnel qui les encadreront, j'espère dans le bon sens du terme. Pour eux, la rentrée a en effet déjà eu lieu depuis près d'1 mois. Bon, mesdames, messieurs, bonjour. Je pense que pour hier, il n'y a pas eu de problème sur le travail tracé. Je vais vous remettre les feuilles de service pour ce que vous devez faire aujourd'hui. Alors vous allez en profiter pour prendre le matériel qui vous est nécessaire et les produits. Alors, monsieur Defez, madame Barbier, s'il y a des questions complémentaires, pour information, vous me les demandez. Hein. Nous avons 70 classes à faire, nous avons énormément de travail, il nous manque de personnel. Il y a les carreaux, comme vous voyez, 140 choses près par personne, par jour. Les dortoirs à remettre en ordre, et les graffitis dans les classes, enfin tout à remettre. C'est très sale, les élèves laissent les classes très sales? Énormément, il y a du travail. Ne consacre pas son principal titre au budget, mais à la manifestation de la CGT, place de la République. Ici, depuis 2 mois, dans chaque atelier, on se prépare à la rentrée. Durant tout l'été, le censeur a constitué son planning. Alors sur ce planning, vous avez à la fois l'emploi du temps des classes et le service des professeurs. Il y a des couleurs qui sont conventionnelles. Donc tous les professeurs de mathématiques, par exemple, sont en rouge. Vous voyez donc des points rouges sur l'emploi du temps des classes. D'un seul coup d'œil, on voit tout de suite quel est le professeur qui enseigne dans la classe et quelle classe. Cela vous a demandé beaucoup de travail pour réaliser ce planning?
Je suis arrivé à 130 heures cette année et j'ai à peu près terminé. Mais là, il n'y a pas moyen de la faire venir ici, là, Quels seront les professeurs affectés à la dernière minute? Inquiétude pour le censeur, certes, mais inquiétude plus grande encore pour le nouveau venu qui débarque de son école et va se roder à l'enseignement. Ou en début de demi-journée. Craignez-vous par exemple d'être chahuté par les élèves? Vu l'expérience que j'ai eue dans mes stages précédents, je crains surtout le cas de quelques élèves qui me posent vraiment des problèmes sur le plan psychologique. L'année dernière, par exemple, j'ai eu une élève qui avait plus de 14 ans en 6e et qui manifestement tenait à entraîner tous les élèves pour chahuter le professeur, quels que soient d'ailleurs les cours. Alors face à ce cas, si cela se reproduit, je ne saurais effectivement pas très bien quoi faire. Vous avez une fiche individuelle d'état civil? Fiche individuelle, c'est ça? Oui, même un extrait de... Madame, expliquez. Comment ça se fait que vous inscrivez votre enfant quelques jours avant la rentrée? Eh bien, parce que figurez-vous, mon mari était muté à Toulouse, il est militaire, et au dernier moment, il y a eu changement pour la région parisienne. Alors j'ai écrit en juillet on m'a dit c'est un peu tard pour les inscriptions, vous attendrez début septembre. Et j'ai 5 enfants à placer dans des établissements et je suis assez paniquée. Tout est en place pour le grand jour. Il ne manque plus que les bruits et les rires pour que d'un seul coup l'école s'anime. Bien, c'est pour après-demain. Puisque nous parlons éducation, sachez qu'André Henry, le secrétaire général de la FEN, a rencontré aujourd'hui François Mitterrand dans le cadre des entretiens que celui-ci veut avoir avec les syndicats. Voilà qui nous amène aux affaires sociales avec tout d'abord cette réunion au siège du CNPF des délégués à l'emploi. Il s'agissait de faire le point sur l'application du pacte national de l'emploi des jeunes. Selon le patronat, 90 000 offres de placement ont été recensées au 31 août. C'est un chiffre comparable aux résultats obtenus pour la même date il y a 2 ans lors du premier pacte et il permet de penser que 400 000 jeunes pourront prochainement trouver un emploi. Et puis voici enfin un sujet que je vous avais promis hier soir et qui n'est pas venu, un sujet destiné à compléter notre information sur ce qui se passe à l'étranger. Je vous disais qu'en Allemagne, le dialogue patronat-syndicat semblait plus confiant qu'en France, mais que cette année, il pouvait être altéré par la hausse des prix plus importante qu'à l'habitude. L'enquête de Patricia Coste. Oui, les prix montent lentement, mais sinon, on peut dire que pour la vie courante, on a tout ce qu'il nous faut. Je crois qu'on peut être encore content. En Europe, nous ne sommes pas spécialement les plus chers. Il faut calculer chaque centime et bien réfléchir à ce qu'on achète. La grande affaire, pour l'instant à Bonn, ce sont en fait les Floralie installés des 2 côtés du Rhin. Car si les prix ont presque doublé en 1 an, ils restent bas. Le pouvoir d'achat qui a un peu diminué est encore de 1%. Le salaire moyen de l'ouvrier est de 5 200 francs. Beaucoup ont un 13e mois, 5 à 6 semaines de congés payés et une moyenne de 40 heures de travail par semaine. L'Allemand se montre donc assez satisfait. Comme ici, la famille Salgert, qui pourtant elle aussi s'inquiète un peu de devoir compter cette année ses Pfennig, c'est-à-dire ses centimes. J'ai mis sur cette tarte 3 livres de prunes. La livre coûte 1 mark, ce qui me revient à 3 marks. Elle coûtait l'année dernière 70 Pfennig, ce qui fait 30 Pfennig de plus, soit 74 centimes. Dans la hausse quasi générale des prix, l'essence vient en tête, puis le fioul domestique, pour l'achat duquel le gouvernement a décidé une aide, viennent ensuite les produits industriels et les produits d'importation. Est-ce que vous pensez que vous avez moins d'argent que l'année dernière? J'en suis sûr. Par exemple, je préfère manger le fromage français, le Suprême des Ducs, et le prix a augmenté pour quelques centimes, et en conséquence, je vais supprimer d'autres denrées alimentaires, mais je préfère mon Suprême des Ducs. Est-ce que vous êtes satisfait du travail de votre syndicat? Je suis d'avis que les efforts du syndicat pourraient mieux qu'actuellement, parce que les salaires n'ont pas tellement augmenté en comparaison avec les loyers. Est-ce que vous allez faire quelque chose? Je suis d'avis que je vais faire une lettre au syndicat.
Mais est-ce que vous croyez qu'il faudrait avancer les négociations? Le contrat avec le syndicat, c'est valable pour 12 mois. Et avant, on ne peut pas déroger, on ne peut pas négocier avec le syndicat. Et c'est valable pour année et c'est rien à faire. Les rapports entre syndicats et patronat sont réglés au cordeau comme ces parterres de fleurs. Augmentation de salaire et avantages sociaux négociés en janvier chaque année. S'il y a des accords, une commission d'arbitrage. Comme dernière solution, la grève, si elle est votée à 75%. Des deux côtés, des experts économistes disposent de tout un arsenal d'analyse et de prévisions pour ajuster une politique au plus juste des intérêts de chacun. Or, aujourd'hui, il se trouve que les prix ont déjoué les prévisions et certaines sections syndicales s'agitent, notamment au Bade-Württemberg. Nous avons eu une discussion très intensive dans notre organisation et quelques affiliés ont demandé de commencer une négociation déjà à ce moment. Notre comité exécutif a discuté ça, a analysé la situation et on a accordé de ne commencer pas à ce moment une négociation. Il faut attendre jusqu'au mois de janvier. La rentrée, donc en Allemagne, elle va se faire en janvier. Oui, c'est le cas plus probable. Et est-ce que vous croyez que ça va être difficile? Je dirais oui, ça sera difficile et spécialement si l'augmentation des prix sera plus forte encore qu'à ce moment. Le consensus jusqu'ici a tenu bon. Malgré un relatif échec il y a 6 mois sur la réduction du temps de travail, malgré des problèmes sur la cogestion dans les entreprises. Aujourd'hui, à 1 an des élections, les prix vont atteindre le seuil fatidique des 5% de hausse, chiffre maudit de l'avant-guerre. Sera-t-il suffisant pour bouleverser 7 fois 35 ans de paix sociale? La politique française en quelques télégrammes maintenant. Le chef de l'État lundi prochain à la télévision sur FR3, un entretien d'1 heure avec Jean-Marie Cavada, Henri Sagnier, Dominique Baudis et Philippe Sassier pour Antenne 2. Lundi donc de 20h à 21h. La préparation de la session parlementaire d'automne, le Premier ministre aura, fait-il savoir, plusieurs entretiens avec les parlementaires de la majorité. La candidature du jeune député de Paris, Didier Bariani, à la tête du Parti radical, avec comme premier vice-président le secrétaire d'État Jean-Pierre Proutot. La supplique de la communiste Yvonne Quilès au comité central de son parti, ne vous repliez pas frileusement dans une conception étriquée d'une politique que vous avez décidée, un point de vue paru dans Le Monde d'aujourd'hui. Et puis la réflexion du PS aujourd'hui autour de ce qui sera son document de base, le projet socialiste. Sur place, au siège du PS, Noël Copin vient de me faire téléphoner pour me dire que les positions n'étaient pas figées et que l'on se reverrait le 19. Et puis il y a un débat qui monte, comme on le dit d'un soufflet, la décision du bureau élargi de l'Assemblée européenne d'inscrire à l'ordre du jour de sa prochaine session une question relative à la défense européenne. C'est une décision illégale, tonne Michel Debré, la lettre de la nation et l'humanité. Écoutez par exemple le point de vue de la vice-présidente communiste de l'Assemblée européenne. Cette question ne relève absolument pas des compétences de l'Assemblée européenne, pas plus que de son bureau. Elle relève des compétences des parlements nationaux et notamment du Parlement français. Mais en quoi une telle discussion constitue-t-elle pour vous un prélude à une défense européenne ? C'est un biais, et un biais hypocrite. D'ailleurs, nous l'avons déjà dit, Georges Marchais, à la Commission de défense nationale du Parlement français, l'a dit en février. C'est bien par le jeu de la standardisation des armements, par le biais des industries d'armement, que l'on prépare le processus d'intégration de la France dans la communauté économique européenne liée à l'OTAN. C'est donc un prétexte. En tant que vice-présidente de cette Assemblée, est-ce que vous avez les moyens d'empêcher ce débat ? C'est tout le problème. Lorsque nous avons dit au peuple de France « faites-nous confiance », c'était justement pour défendre l'indépendance nationale, la souveraineté de notre pays, les intérêts des travailleurs et tout ce qui touchait à la nation française. Eh bien, dans ce bureau à l'Assemblée européenne, je crois qu'en tant que députée communiste française et vice-présidente de l'Assemblée européenne, j'ai fait la démonstration qu'il était possible de défendre la France, y compris avec une majorité réactionnaire, de faire entendre la voix de la nation française. Bien, avec nous maintenant en direct de Bruxelles, le président de l'Assemblée européenne, précisément Simone Veil. Alors Simone Veil, face au PC et au RPR qui se présentent un petit peu comme les garants de l'indépendance nationale, vous apparaissez comme celle qui permet les compromis, qui lâche. Oui, mais écoutez, il n'y avait en ce domaine aucun compromis de ma part à faire. Je préside le bureau. Le bureau, d'ailleurs, ne s'est pas prononcé sur le fond. Il s'est prononcé uniquement sur le fait qu'un débat viendrait sur le plan de la politique industrielle en matière d'armement et donc pas du tout un sujet sur la défense.
À cet égard, en qualité de président, je n'ai pas la possibilité de prendre part au débat au fond. Sinon, je n'aurais plus aucune crédibilité comme présidente et je dois dire même que le règlement de l'Assemblée me l'interdit. Et j'ai simplement souligné auprès de l'ensemble du bureau, après avoir constaté qu'il y avait une très large majorité pour que ce débat ait lieu, y compris d'ailleurs le point de vue des communistes italiens, le groupe communiste était donc partagé, qu'il s'agissait d'un débat sur la politique industrielle et non pas d'un débat sur la politique de défense. Mais nous sommes un Parlement démocratique, c'est la majorité qui décide. Il y avait une très très large majorité pour que ce débat soit mis à l'ordre du jour. Le débat n'a pas eu lieu, ça n'est pas au bureau à faire le débat, mais simplement il a décidé de l'inscrire à l'ordre du jour. Je voudrais d'ailleurs souligner que ce n'est pas nouveau et que, en réalité, cette question de la politique industrielle d'armement a été déjà évoquée par l'Assemblée européenne, puisqu'il y a eu déjà un rapport sur cette question et que d'ailleurs ce rapport avait été adopté à la majorité. Madame, alors, je voudrais d'ailleurs à cet égard, les communistes et gaullistes vous reprochent un petit peu d'avoir permis aussi l'élection d'un président de commission agricole qui soit un Anglais. Alors on vous reproche de renoncer en quelque sorte. Oui, alors je crois vraiment que ces questions sont très opportunes parce que ça aborde la question de l'attitude de certains Français dans ce Parlement européen. Il faut que ce Parlement fonctionne de façon démocratique et de façon qui permette à tous de s'exprimer et à tous également d'être représentés. Alors, les groupes politiques sont représentés dans les commissions à la représentation proportionnelle. C'est ainsi qu'il a été décidé que les présidences de commission seraient réparties entre les groupes. Et c'est la seule façon pour que tous les groupes soient représentés. C'est ainsi d'ailleurs que le groupe socialiste a 5 présidences de commission, donc le maximum, et que, étant le plus nombreux, c'est lui aussi qui a choisi la première commission et qu'il a choisi la commission du budget. Rien n'empêchait les socialistes français, en dépit de ce qu'ils ont pu dire, de faire en sorte que le groupe socialiste choisisse la commission de l'agriculture au lieu de la commission du budget qu'il a choisie. Ensuite venait le groupe des démocrates chrétiens qui a choisi la commission politique, extrêmement importante. Et ensuite, le groupe le plus important était le groupe des conservateurs, dans lequel il y a effectivement une large majorité de Britanniques. Eh bien, la règle démocratique voulait qu'ils choisissent la commission qui leur convenait. Et il était absolument impossible de l'empêcher. Il n'y a eu aucune négociation par rapport à la présidence du Parlement qui n'a aucun rapport avec les présidences de commission. Mais ce que je voudrais dire, et qui me paraît plus grave, c'est que le comportement de certains Français est en train de porter gravement atteinte à la fois à la crédibilité des Français et à la fois à l'influence des Français dans le Parlement. En effet, ce matin, on a pu assister, dans la réunion de bureau établie, à des attaques faites par la vice-présidente communiste à l'égard de la présidente, uniquement pour des raisons de politique intérieure, et se montrer de cette façon extrêmement discourtoise, dans des termes qui ont choqué l'ensemble du bureau, simplement parce qu'elle a prétendu que la présidente avait pris l'initiative d'inviter le président grec qui a assisté à une partie de nos débats et avoir mis ainsi le bureau devant le fait accompli. Madame, je tiens à le préciser, car il s'agissait en réalité d'une décision prise à l'unanimité par le bureau au mois de juillet, et je crois que ce genre de pratiques sont catastrophiques pour l'image de la France. Bien, sans entrer dans le détail un petit peu de ces attaques, on se demande quand même si vous allez continuer à vous chamailler longtemps comme ça à Strasbourg, un jour sur l'élection, un jour sur l'ordre du jour. C'est pas très concret tout ça, c'est pas du travail très européen. Je dois dire que je crois qu'il n'y a vraiment, malheureusement, que certains qui utilisent ces procédés. Pendant ce temps, heureusement, le Parlement européen travaillera, j'espère, dans de bonnes conditions au mois de septembre, et que toutes ces questions que l'on voit abordées en France reprennent le ton de la campagne européenne, où beaucoup ont déploré que l'on parle de politique politicienne, de politique intérieure, au lieu de parler de l'Europe. Et pour ma part, et je crois que d'ailleurs en disant ça je reflète le sentiment d'un certain nombre des députés français qui siègent au Parlement européen, nous souhaiterions maintenant que l'on parle de l'Europe, de nos travaux, et qu'on ne cherche pas à créer des problèmes qui n'existent pas ou à faire de la politique intérieure qui en réalité nous atteignent, nous Français, lorsque nous débattons au Parlement de Strasbourg. Madame, merci d'avoir été notre invitée ce soir en direct de Bruxelles. La réapparition de Jacques Messrine, rien de bien neuf ce soir, si ce n'est cette confirmation du journaliste de Minutes, Jacques Tillier. Messrine voulait bien me tuer, il ne voulait pas m'intimider, il me croyait mort quand il m'a laissé dans la grotte de la forêt d'Alat. Et puis les suites de l'intervention de la police aux éditions Alain Moreau. Voilà maintenant que le procureur de la République se retourne contre l'éditeur lui-même et les personnes brutalisées. Une information a été ouverte pour outrage et violence à agent. Une manifestation depuis tout à l'heure à Paris à la veille de la visite du ministre chilien des Affaires étrangères. Selon nos informations, une centaine d'étudiants et de lycéens auraient été arrêtés il y a peu à Santiago du Chili.
au moment de l'anniversaire du coup d'État qui avait renversé Salvador Allende et mis en place la junte militaire. Par ailleurs, une vingtaine d'adolescents font la grève de la faim devant l'ambassade du Danemark dans la capitale chilienne. La reine Elisabeth à Paris pour fin octobre, les 24 et 25, la reine effectuera une visite privée en France, au cours de laquelle elle se rendra en Bourgogne, à l'Hôtel-Dieu de Beaune, et dans plusieurs châteaux de la Loire. Présidentielle américaine, le sénateur Edward Kennedy sort doucement de son silence. Il annonce aujourd'hui que sa candidature aux prochaines élections dépendra surtout de la capacité de Jimmy Carter à résoudre les problèmes économiques du pays. Le dernier sondage en date prévoit que 70% des Américains ne rééliront pas Jimmy Carter à la présidence. Le président de l'Angola, Agostinho Neto, est mort cette nuit à Moscou. Il était malade depuis un an et il se rendait fréquemment dans la capitale soviétique pour se faire soigner d'un cancer. Le premier président de l'Angola, 57 ans, laissera surtout le souvenir d'un homme qui symbolisait l'unité nationale. Un deuil de 45 jours vient d'être d'ailleurs décrété en Angola. 11 novembre 1975, l'Angola, colonie portugaise, devient indépendante et dans la joie et l'enthousiasme se donne comme chef d'État Agostinho Neto, médecin, poète et maquisard. Indépendance arrachée après des années de lutte armée conduite par le MPLA, mouvement pour la libération de l'Angola, dirigé par Agostinho Neto, de tendance marxiste et avec l'aide d'instructeurs soviétiques et de troupes cubaines. Mais le MPLA n'était pas seul. Deux autres mouvements de libération, l'UNITA de Joseph Savimbi et le FNLA de Holden Roberto, avaient participé à la lutte, chacun de son côté d'abord, ensuite avec le MPLA, après un accord, vous voyez ici, négocié à Nakuru, au Kenya, entre les trois dirigeants. Mais immédiatement après l'indépendance, ce fut la guerre civile. Le MPLA pro-soviétique d'Agostinho Neto l'emporta sur les deux autres. Cependant, ces dernières années, Agostinho Neto opéra un rapprochement avec l'Occident, rapprochement nécessaire à la reconstruction économique de l'Angola, à moitié ruinée par la guerre. On nous reproche parfois de ne parler d'étrangers que pour annoncer que des catastrophes. Eh bien, voilà ce soir une belle histoire humaine. Il était une fois un homme très pauvre qui vivait en Arabie Saoudite, abandonné de tous et sans travail. Il décida un jour de communiquer sa détresse dans les petites annonces d'un journal local et le miracle eut lieu. Le lendemain, il reçut d'un millionnaire ou milliardaire peut-être même anonyme un appartement meublé, une rente viagère à vie mensuelle de 8000 francs et enfin une Rolls-Royce. Si vous voulez le nom du journal, vous pouvez écrire à Antenne 2, nous vous le communiquerons, mais je ne vous garantis pas le même résultat. Ce soir, les sports avec la 7e journée du championnat de France de football. Le premier du classement, Saint-Étienne, joue chez le dernier à Brest. Le second, Nantes, joue contre le Paris Saint-Germain. Les résultats, bien sûr, dans notre dernier journal qui sera présenté par Hervé Claude vers 23h30. Et puis des images plus complètes dans notre édition de la mi-journée, demain à 12h45 avec Patrick Lecoq. Puisque nous parlons programme, sachez que vous avez rendez-vous ce soir avec un très bon débat des dossiers de l'écran sur les enfants surdoués. Sachez aussi que Antenne 2 fait peau neuve avec la rentrée. Alors je crois que vous savez déjà que Philippe Bouvard animera chaque jour de la semaine une tranche entre 12h10 et 12h30, que Stéphane Collaro revient tous les samedis à partir de 19h45 et que son ancien complice Jacques Martin animera lui une émission tous les dimanches soirs à 18h10. Enfin, Laurent Broumed, qui restera notre Monsieur Météo, devient producteur à part entière d'un magazine scientifique, un mercredi par mois, en alternance avec l'émission de Patrice Laffont, Mi-Fugue Mi-Raisin, en alternance également avec une émission de Guy Lux, Palmarès, et enfin un magazine consacré au sport. Voilà donc pour le détail de ces programmes. Voyons un petit peu maintenant avec vous, Monsieur le Président, quelle est la philosophie qui les a inspirés. Est-ce que tout d'abord, ça vous paraît être bien neuf? On a vu de ci, de là qu'on vous reprochait de faire du neuf avec de l'ancien. Je pense qu'une grille de programme ne peut pas comporter tous les ans des bouleversements trop importants. Et les téléspectateurs seront certainement satisfaits de savoir qu'ils retrouveront leurs émissions habituelles de l'après-midi, de la soirée et même de l'avant-soirée. Ceci dit, les programmes dont vous venez de donner quelques éléments apportent des aménagements et des innovations. Dans les aménagements, vous avez cité hier le fait que la soirée du lundi était consacrée à l'information et à la culture face aux deux autres chaînes qui présentent des films. Il faut penser aussi à
au mercredi, qui en dehors des retransmissions sportives, sera une soirée de divertissement. Troisième élément, nous avons profondément modifié la tranche de 13 heures de la mi-journée, puisque le journal télévisé et ses pages spécialisées seront précédées par un feuilleton et par une émission de Philippe Bouvard. Alors du côté des innovations maintenant. Pour les innovations, j'en retiendrai 3 simplement. Premièrement, un magazine scientifique qui fera le point tous les mois, mercredi de chaque mois, de la découverte et de l'innovation scientifique par Laurent Bromède. Que les téléspectateurs connaissent bien, un journal, oui. Qu'ils ont vu avec vous très souvent. Également un cours d'anglais, une expérience d'enseignement de l'anglais par la télévision qui s'adresse surtout aux jeunes, mais peut-être aux adultes, et qui sera répété le dimanche. Et un magazine des sports, mensuel lui aussi, pour aller plus loin dans la connaissance de la pratique du sport, du milieu des sports, et cela en prévision de l'année olympique de 80. Alors vous savez que parmi les critiques qu'on entend à propos de la télévision, on dit souvent trop de rediffusion, trop de films, pas assez de création purement télévisuelle. Oui, c'est ce qu'on a dit et qui pouvait avoir une certaine valeur il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans. Il me semble, en tout cas pour Antenne 2, que depuis 2 ou 3 ans, l'effort est continu et important chaque année pour augmenter la part de la création française, soit en matière de fiction, soit en matière de documentaire. Nous avons le vendredi qui s'est bien installé avec des séries, le samedi également avec des séries ou des dramatiques, le jeudi, et Armand Jameau a prévu également plusieurs dramatiques pour lancer le débat des dossiers de l'écran, une dizaine, 10 à 12 pour l'année qui vient. J'ajoute pour la tranche de la mi-journée, le feuilleton de 13 minutes qui est une reprise d'un ancien genre quelque peu oublié à la télévision. Et puis parlons aussi un petit peu du mercredi avec là un effort accru en direction de la jeunesse le mercredi après-midi. Le mercredi après-midi, mais il n'y a pas seulement le mercredi après-midi. Nous avons aussi des émissions comme des chiffres lettres junior pour les jeunes, junior le dimanche, la course autour du monde, l'enseignement de l'anglais dont je parlais tout à l'heure. Tout cela rentre également dans notre souci d'avoir une télévision active avec les jeunes. Merci. Et restez avec nous pour la météo, puisqu'il s'agit de la météo de notre ami Bromède. Des orages ont éclaté aujourd'hui sur la Corse et le sud des Alpes. Sur le reste du pays, malgré quelques passages nuageux, le temps était ensoleillé. Demain, la météo annonce un temps généralement beau, à l'exception des régions du nord du pays. Et puis pour terminer ce journal, la rentrée musicale à Paris, elle commence brillamment sous l'égide de France Inter, qui offre 4 concerts exceptionnels et gratuits à l'occasion du 6e Salon de la musique. Dès ce soir, à la tête de l'Orchestre national de France, le grand chef américain Leonard Bernstein dirigera West Side Story, mais aussi Rachmaninoff. Georges Bégou assistait pour nous aux répétitions. Bonsoir à tous, à demain. Quand Bernstein dirige, il n'y a pas que l'intelligence qui travaille. Les mouvements du corps ont autant d'importance pour l'orchestre que les indications verbales. Répétition, il faut de temps en temps pour montrer à l'orchestre le rythme, les rythmes intérieurs surtout. Mais au concert, j'espère que je ne fais pas ça. Il paraît que si. C'est pas l'orchestre le plus discipliné du monde. Ça, c'est bien connu, n'est-ce pas? Nous n'avons jamais une minute, une seconde de problème de discipline. Nous faisons la musique avec affection et amour et passion et tout ça. Parce que nous sommes tous copains. Quand on a passé toute sa vie, comme vous, à coordonner des notes de musique, est-ce que cela veut dire qu'on croit profondément à une sorte d'ordre divin Dans un sens, oui. C'est très difficile de discuter dans 2 mots.
nous aurons besoin d'une heure au moins. Mais dans un sens, c'est vrai, oui, parce qu'il y a, par exemple, dans la 9e symphonie de Beethoven que je viens de diriger à Salzbourg et à Vienne, il y a des choses qui sont inexplicables. On touche une ambiance divine, une autre chose. C'est pas du monde. Et ça, c'est un miracle. Bernstein danseur, mais aussi mystique. Il a également un énorme besoin de communiquer le sens des œuvres qu'il interprète. C'est ainsi qu'aux États-Unis, il fait précéder ses concerts télévisés d'une large explication. Il en ira de même dans quelques mois lorsqu'Antenne 2 retransmettra Songfest, sa dernière composition qui évoque la vie artistique américaine.